Imaginez, novembre 1923, vous êtes dans une boulangerie berlinoise et le tableau des prix affiche 200 milliards de marks pour une miche de pain. Pas 200 marks, pas 200 000, mais 200 milliards. La femme devant vous sort une brouette, non pas pour transporter ses courses, mais pour transporter assez d'argent liquide pour payer son lait. Le temps d'arriver au comptoir, le boulanger raye le prix et inscrit 250 milliards. Le mark a perdu 30% de sa valeur pendant vos 12 minutes d'attente. Ce n'est pas de la fiction dystopique, c'était la République de Weimar. Et cela s'est reproduit encore et encore. Venezuela 2018. Une boîte d'œufs coûtait 7 millions de bolivars. Zimbabwe 2008. Un ticket de bus nécessitait un billet de 100 000 milliards de dollars. Liban 2023. La monnaie a perdu 98% de sa valeur en 4 ans, transformant des médecins en indigents du jour au lendemain. Voici ce qui m'empêche de dormir. Historiquement, la question n'est pas de savoir si votre monnaie s'effondrera, mais quand. La durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire est de 27 ans. Le dollar, tel qu'on le connaît, existe depuis 1971. Faites le calcul. Alors voici la seule question qui compte vraiment. Quand les règles de l'argent sont réécrites du jour au lendemain, qu'est-ce qui garde de la valeur ? J'ai analysé un siècle d'autopsie économique, de Weimar au Venezuela, en passant par le Liban et le Zimbabwe, pour en extraire une analyse financière approfondie. Pas de théorie, pas de spéculation, juste des faits historiques. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels sont les 5 actifs qui ont survécu à la chute des empires. Avant de commencer, comprenez ceci. L'effondrement d'une monnaie suit un schéma précis. C'est mathématiquement prévisible. Étape 1, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. Étape 2, il imprime de l'argent pour combler l'écart. Étape 3, la monnaie perd son pouvoir d'achat. Étape 4, les gens fuient vers des alternatives. Étape 5, effondrement total. L'Allemagne de Weimar est passée de 320 marks pour $1 mi-1922 à 4200 milliards de marks par dollar en novembre 1923. C'est une perte de 98% en 18 mois. Le bolivar vénézuélien est passé de 10 pour $1 à plus d'1 million en 10 ans. La livre libanaise est passée de 1500 pour $1 à 89 000 en 4 ans. Même schéma, mêmes étapes, mêmes résultats. Alors, qu'est-ce qui a survécu ? Laissez-moi vous montrer. Le numéro 1 est le plus évident, et pourtant, c'est celui que la plupart des gens ne possèdent pas. Les métaux précieux. L'or, l'argent. Voici la réalité mathématique. Lors de l'effondrement de Weimar, si vous aviez des marques papier, vous avez tout perdu. Si vous aviez de l'or, vous avez préservé tout votre pouvoir d'achat. Une once d'or vous permettait d'acheter le même panier de biens avant, pendant et après l'hyperinflation. La monnaie a changé, l'or, non. Le même schéma s'est produit au Zimbabwe lorsque le régime de Mugabe a imprimé le billet de 100 000 milliards de dollars. Quiconque détenait de l'or était protégé. Idem au Venezuela. Alors que les bolivars perdaient toute valeur, l'or conservait la sienne. Et nous le constatons actuellement en Turquie. Les données de fin 2024 montrent les comptes de dépôt en or dans les banques turques. Ils ont bondi de 1,36 billion de lire à 2,72 billions de lire en un seul trimestre. C'est un doublement en 3 mois. Pourquoi ? Parce que les Turcs voient le schéma. Une inflation galopante, une dépréciation de la monnaie, et ils se tournent vers le seul actif qui a survécu à tous les effondrements de l'histoire humaine. Voici ce que les détracteurs de l'or ne comprennent pas. L'or n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de générer des revenus. Il n'a pas besoin de verser des dividendes. Sa seule fonction est de ne pas être déprécié. Lorsque l'offre de monnaie fiduciaire explose, le pouvoir d'achat de chaque unité s'effondre. L'offre d'or ne peut pas être arbitrairement augmentée. Il devient donc par défaut relativement plus précieux. Pendant la crise financière de 2008, l'or s'est d'abord effondré, chutant lourdement à mesure que les liquidités se figeaient. Mais une fois la poussière retombée, il a augmenté de 166% en moins de 3 ans. L'argent a fait encore mieux, 448%. Pendant la stagflation des années 1970, l'or a chuté de près de 50% au milieu de la décennie,
puis a touché le fond en 1976 et a bondi de 440% au cours des 3 années suivantes. La reconnaissance du schéma est vérifiée, indéniable. Le mécanisme est d'une simplicité brutale. Les métaux précieux sont une assurance contre la défaillance du système monétaire, pas une spéculation. Une assurance ? Vous les détenez parce qu'ils ne font rien d'autre que de préserver le pouvoir d'achat lorsque tout le reste s'effondre. Numéro 2. Les devises étrangères fortes. Lorsque votre monnaie nationale est en train de mourir, la soupape de sécurité est de détenir la monnaie stable de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous emmener à Beyrouth, en octobre 2019. Vous êtes infirmière. Vous avez économisé 50 000 $ sur votre compte bancaire en une décennie de travail. La livre libanaise est indexée à 507 pour $1, et ce, depuis 1997. Solide comme un roc pendant 22 ans, puis l'indexation rompt en août 2019. Le taux du marché noir atteint 1600 en avril 2020, 3000 en mars 2021, 14 000 d'ici 2025. Le taux officiel est de 89 000 livres par dollar. Vos 50 000 $ d'économie, libellés en livres, ne valent plus que 1 000 $. Vous avez perdu 98% de votre pouvoir d'achat. Alors que le montant nominal sur votre compte est resté le même, voici le coup de théâtre. Votre collègue, une autre infirmière, a gardé ses économies en dollars américains, physiquement en espèces, en dehors du système bancaire. Elle a conservé 100% de son pouvoir d'achat, non pas parce que le dollar était magique, elle aurait pu utiliser des francs suisses ou des euros, mais parce qu'elle détenait une monnaie qui ne s'effondrait pas. Ce schéma se répète partout. Au Zimbabwe, l'économie s'est dollarisée d'elle-même avant que le gouvernement ne l'officialise. Les gens ont entièrement abandonné le dollar zimbabwéen et ont commencé à utiliser des dollars américains pour les transactions. L'Équateur a fait de même en 2000, après une crise financière. Le Salvador en 2001. Le Panama est dollarisé depuis 1904. Au Venezuela, actuellement, les Vénézuéliens utilisent des dollars pour les achats importants, même si le bolivar est toujours techniquement une monnaie légale. Argentine, on achète des biens immobiliers en dollars, pas en pesos. Cambodge, les distributeurs automatiques délivrent des dollars américains, pas des riels. Ce n'est pas un choix politique, c'est un mécanisme de survie. Lorsque la monnaie nationale échoue, les gens rationnels se tournent vers une devise étrangère stable. Le gouvernement peut imposer tout ce qu'il veut, mais les citoyens, eux, votent avec leur portefeuille. La leçon est claire, l'accès aux devises étrangères en temps de crise est une protection absolue. Une personne détenant des dollars pendant l'effondrement libanais a préservé son patrimoine, tandis qu'une personne détenant des livres a perdu 98%. Ce n'est pas de la volatilité de marché, c'est la différence entre la survie et l'annihilation. Le troisième point est contre-intuitif, et il distingue ceux qui comprennent l'effondrement monétaire de ceux qui n'y comprennent rien. Les actions productives, comme la détention de parts dans des entreprises réelles possédant des actifs concrets, sont essentielles. Voici ce qui sidère les gens. La bourse du Venezuela a bondi de plus de 3400% en 2024. La bourse de Karachi est passée de 2082 points à plus de 6000 en seulement 9 jours de cotation. En janvier 2026, certaines actions individuelles ont connu une progression parabolique. Mercantil Servicios Financieros a grimpé de 200%, CanTV de 219% et Banco Provincial de 171%. Vous pourriez vous dire, attendez, l'économie s'effondre et les actions montent en flèche, ça n'a aucun sens. Faux. Tout devient logique une fois que l'on comprend ce qu'est réellement une action. Une action n'est pas un simple morceau de papier. C'est un droit de propriété sur des actifs réels, comme des usines, du matériel, des stocks et des terrains. Quand une monnaie s'effondre, le prix nominal de ces actifs grimpe pour s'aligner sur l'inflation, car les actifs eux-mêmes n'ont pas disparu. Imaginez une entreprise manufacturière vénézuélienne valant 100 millions de dollars en capacité de production réelle. Lorsque le taux de change passe de 10 à 30 bolivars pour $1, le cours de l'action augmente. Il passe de 1000 milliards de bolivars à 3000 milliards, non pas parce que l'entreprise a pris de la valeur, mais parce qu'il faut plus de bolivars pour atteindre le même montant en dollars. Toutefois, voici la distinction cruciale que la plupart des gens oublient. Toutes les actions ne survivent pas de la même manière. Seules les entreprises dont les sources de revenus sont diversifiées hors de l'économie en crise
conservent leur valeur réelle. Une entreprise qui génère 100% de son chiffre d'affaires en bolivars voit sa rentabilité réelle s'effondrer, même si le cours nominal de son action grimpe. C'est parce qu'elle doit reconvertir des bolivars sans valeur en dollars pour acheter des intrants étrangers. Inversement, une entreprise qui exporte 50% de sa production reçoit directement des revenus en dollars. Ses coûts en bolivars diminuent en termes réels, tandis que ses revenus en dollars restent stables. La rentabilité réelle s'améliore pendant la dévaluation. Pour les actionnaires, cela devient une véritable protection contre l'inflation. Les recherches sur la crise latino-américaine de 1982, la crise du peso mexicain de 1994 et l'effondrement asiatique de 1998 le confirment. Les investisseurs directs exploitant des installations de fabrication qui pouvaient rediriger leurs ventes des marchés locaux vers les marchés d'exportation ont survécu et prospéré. D'autres formes d'investissement ont plongé en territoire négatif. La clé était la capacité d'exportation. La leçon est donc, les actions productives avec des flux de revenus internationaux ne sont pas seulement des survivantes. Elles sont les bénéficiaires de l'effondrement monétaire. Mais les entreprises uniquement nationales s'effondrent avec la monnaie. Si vous réalisez que tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité économique est faux, abonnez-vous. Cette chaîne est dédiée à la criminalistique financière. Je vous montre l'autopsie pour que vous voyez les schémas avant qu'ils ne se répètent. C'est gratuit, contrairement à l'éducation financière dans un système conçu pour vous maintenir dans l'ignorance. Maintenant, revenons aux actifs qui survivent quand l'argent meurt. Numéro 4, les biens de consommation et les biens de troc. Cela se produit lorsque le système monétaire formel s'effondre complètement. L'activité économique ne s'arrête pas. Elle se réorganise autour de différents moyens d'échange. Dans l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale, le Reichsmark était si dénué de valeur qu'il fut effectivement abandonné. Les gens échangeaient des biens contre des cigarettes, du charbon et des pommes de terre. Les cigarettes sont devenues particulièrement importantes comme monnaie temporaire. Les soldats américains achetaient des cigarettes dans les magasins de l'armée pour quelques centimes et les échangeaient avec les Allemands contre des biens et services valant exponentiellement plus. Pourquoi les cigarettes ? Carton standardisé, facilement divisible, non périssable, légère et largement acceptée. Elles avaient toutes les propriétés de la monnaie, sauf une. Un gouvernement ne les émettait pas. Les marchés noirs près des gares dans les grandes villes allemandes fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, échangeant de tout, des billets de train aux faux documents, avec les cigarettes comme moyen d'échange. Voici la preuve économique. Lorsque d'importants arriérés de colis de la Croix-Rouge arrivaient dans les camps de prisonniers de guerre, injectant parfois des centaines de milliers de cigarettes dans la masse monétaire du camp d'un seul coup, cela provoquait une inflation des prix des cigarettes. Le même mécanisme que l'expansion de la monnaie fiduciaire. Plus de cigarettes pour les mêmes biens équivaut à des prix de cigarettes plus élevés. En 2018, au Venezuela, alors que le bolivar perdait toute valeur, les Vénézuéliens se sont livrés au troc. Les pêcheurs échangeaient leurs prises contre de la farine juste pour nourrir leurs enfants, des biens de valeur. Fournitures médicales, nourriture, eau, carburant, piles, essences à briquet, outils de base, tout ce qui avait une valeur de consommation immédiate ou permettait des fonctions essentielles. Pendant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, même le papier toilette, le savon et les lingettes humides sont devenus précieux. Non pas pour le confort, mais pour la santé. Rester propre, empêcher la propagation des infections lors d'une défaillance systémique. Mais voici la limite. Les biens de consommation sont consommés. Ils ne peuvent pas servir de réserve de valeur à long terme. On ne peut pas construire un portefeuille avec de l'aspirine et des piles. Ils sont tactiques, pas stratégiques. L'allocation optimale comprend une petite partie en biens de première nécessité, pour une valeur d'échange immédiate pendant les phases de crise aiguë. Mais la majeure partie de la richesse devrait être investie dans des actifs qui ne s'épuisent pas à l'usage. Numéro 5, les terres agricoles. La réserve de valeur immobile qui produit la seule chose dont les humains ne peuvent pas se passer, la nourriture. Pendant la Grande Dépression, les agriculteurs avaient des avantages de survie par rapport aux citadins. Ces avantages étaient frappants et indéniables. Les familles d'agriculteurs cultivaient des potagers et mettaient en conserve les fruits de leurs vergers. Elles produisaient leur propre lait, leur crème, ainsi que de la viande et des œufs grâce à l'élevage. Elles pouvaient se passer de vêtements neufs et de biens de consommation. Mais elles se heurtaient à une contrainte brutale. Elles devaient toujours s'acquitter de leurs impôts et de leurs dettes bancaires en espèces.
Cette dynamique se répète lors de chaque effondrement moderne. Au Venezuela, les propriétaires de terres agricoles ont conservé leur capacité de production alimentaire, et ce, peu importe les fluctuations monétaires. À l'inverse, les propriétaires d'immobilier commercial urbain ont fait face à des locataires incapables de payer leur loyer. Concrètement, la terre produit des calories. L'immobilier urbain, lui, produit des loyers libellés dans une monnaie qui s'effondre. Les calories l'emportent, mais, et c'est un point crucial, les terres agricoles présentent de graves vulnérabilités. D'abord, elles sont totalement illiquides. Impossible de les déplacer ou de les vendre rapidement si le climat politique se dégrade. Vous êtes piégé. Zimbabwe 2000. Le programme de saisie de Mugabe a révoqué les droits de propriété par simple décret. Les fermes ont été redistribuées sans compensation, les exploitations ont été détruites et la production a chuté de 60% en 10 ans. La valeur totale des terres a plongé de 75% entre 2000 et 2001. Deuxième vulnérabilité, la fiscalité. Un propriétaire d'immobilier urbain peut être contraint de vendre à prix cassé juste pour payer ses taxes foncières. La terre ne se cache pas. L'État sait où elle se trouve et peut l'imposer jusqu'à l'asphyxie. Troisièmement, les terres destinées à l'exportation sont supérieures à celles produisant pour la consommation locale. Les cultures d'exportation se vendent en devises stables, contrairement aux cultures locales. La stratégie est donc la suivante. Posséder des terres productives, générant des revenus à l'export, situées hors de la juridiction en crise, ou détenues via une structure protégeant contre la saisie. La terre agricole conserve une valeur fondamentale par sa capacité nourricière, mais elle est moins liquide et plus exposée à l'ingérence étatique que les métaux précieux ou les actions transférables. Parlons maintenant de ce qui ne vaudra plus rien, car comprendre l'échec est aussi crucial que de savoir ce qui survit. En tête de liste, les titres à revenus fixes. Évitez les obligations libellées dans la monnaie locale, les bons du trésor, ou tout titre faisant de vous le créancier d'un État défaillant. Dans l'Allemagne de Weimar, les détenteurs d'obligations d'État libellées en marques ont vu leur investissement devenir sans valeur. Cela s'est produit à mesure que les marques utilisées pour payer des intérêts et le capital s'évaporaient. En Argentine, en 2001, les détenteurs d'obligations ont vu leur valeur nominale réduite de 70% lors d'une restructuration de la dette. Même cette valeur réduite n'a pu être recouvrée qu'après des années de litiges juridiques. Le problème fondamental est que les titres à revenus fixes sont une créance sur la monnaie elle-même qui est en train de s'effondrer. Lorsque la monnaie s'effondre, la créance devient sans valeur. Ce n'est pas une défaillance du marché, c'est une conséquence logique. Deuxièmement, les comptes d'épargne en monnaie nationale détenus au sein de systèmes bancaires défaillants. Les dépôts libanais libellés en livres ont perdu plus de 95% de leur valeur à mesure que la livre se dévaluait. Le taux est passé de 1500 pour $1 à 89 000 pour $1 d'ici 2025. Les clients des banques qui avaient placé leur épargne en dépôt en livres en 2019 n'ont conservé que 2% de leur pouvoir d'achat initial en 2024. Le montant nominal est resté le même, mais la valeur a disparu. L'histoire est sans ambiguïté. Être créancier d'un État défaillant est la voie la plus rapide vers une destruction totale de la richesse. Alors où voyons-nous ces signes avant-coureurs actuellement ? La reconnaissance de forme n'a d'importance que si vous pouvez identifier la configuration avant qu'elle ne se produise. Une crise financière dévastatrice due à un manque de liquidité est en cours. Plus de 70% de la masse monétaire est réduite, en raison des restrictions bancaires sur les retraits du dinar. La monnaie s'est dévaluée de 190 pour $1 à des taux non officiels approchant les 1750, montrant la méfiance du public envers les banques et la contrebande de devises à travers les frontières. C'est un comportement de stade 3. Les comptes de dépôt d'or de la Turquie ont plus que doublé en un seul trimestre, alors que les citoyens se tournaient vers les métaux précieux. C'est un comportement de stade 4, inflation galopante et dépréciation monétaire. La substitution monétaire a commencé. Le Liban a connu un effondrement monétaire de 98% et son système bancaire est techniquement insolvable. C'est le stade 5, l'échec complet. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, les 38 000 milliards de dollars de dette des États-Unis, avec un ratio dette-PIB qui augmente de manière insoutenable. Les intérêts de la dette nationale dépassent désormais les dépenses militaires.
La part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée de 80% au milieu des années 70 à 65% aujourd'hui, suivant la même trajectoire que la livre sterling lors de son déclin en tant que monnaie de réserve mondiale. En 1913, le Royaume-Uni était le plus grand créancier au monde. En l'espace de 40 ans, il est devenu débiteur net et le dollar a remplacé la livre sterling. Le schéma est flagrant pour qui veut bien le voir. Voici la brutale vérité. L'effondrement d'une monnaie n'est pas une hypothèse, c'est la norme historique. La durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire est de 27 ans. 99% de toutes les monnaies ayant existé ont aujourd'hui disparu. La question n'est pas de savoir si votre monnaie va s'effondrer, mais si vous serez prêt à y survivre le moment venu. Les 5 actifs ayant survécu à chaque effondrement depuis 1993. 1. Les métaux précieux, réserve de valeur universelle. 2 devises étrangères fortes, la soupape de sécurité. Des actions productives générant des revenus à l'exportation bénéficiaires de la dévaluation. Des biens de consommation et de troc, liquidité tactique en cas de gel du système. Et les terres agricoles génératrices de calories. Les actifs tombés à zéro, les titres à revenus fixes en monnaie nationale, l'épargne en monnaie dévaluée, soit l'anéantissement du pouvoir d'achat. La leçon n'est pas d'abandonner totalement les actifs nationaux, ni de devenir un survivaliste stockant de l'or dans un bunker. La leçon est qu'une véritable diversification exige de détenir différentes formes de valeurs qui réagissent différemment à une défaillance du système monétaire. Un portefeuille composé exclusivement d'actions d'un seul pays s'expose à un risque catastrophique si la monnaie de ce pays s'effondre. Un portefeuille composé uniquement d'obligations libellées dans une monnaie en perdition sera anéanti. Un portefeuille réellement diversifié inclut une exposition aux métaux précieux en guise d'assurance, des actifs en devises étrangères pour se protéger des risques monétaires spécifiques, des actions productives avec des revenus internationaux et, éventuellement, des actifs réels dans des juridictions stables. Les signaux d'alarme actuels, en Irak, en Turquie ou au Liban, suggèrent que les crises monétaires restent une possibilité bien réelle. Le dollar américain reste stable, mais l'histoire prouve amplement que ce statut ne peut être considéré comme acquis indéfiniment. L'approche la plus prudente n'est pas de paniquer, mais de reconnaître le schéma et de se positionner en conséquence. Une diversification suffisante entre différentes classes d'actifs et juridictions signifie qu'aucun scénario de défaillance unique ne peut détruire entièrement votre pouvoir d'achat. L'histoire détient les réponses. Il suffit d'accepter d'en étudier les autopsies. Agissez avant de devenir le prochain cas d'école. Si cette analyse vous a donné une nouvelle perspective sur le risque économique, abonnez-vous. Mettez un emoji hélicoptère dans les commentaires si vous vous positionnez déjà pour ce qui s'en vient. Je les lis tous et n'oubliez pas, le modèle est mathématique et prévisible. La seule question est de savoir si vous le verrez venir ou si vous ferez la queue à la boulangerie. Vous vous demandez comment le pain a pu coûter 200 milliards de marks. Merci d'avoir regardé. Maintenant, allez diversifier avant d'y être contraint.